Le maître d'œuvre donc a un devoir de conseil. Il est tenu au devoir de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage. Donc on va voir ici en quoi consiste le devoir de conseil au niveau des études. Hein. Il y a donc tout d'abord un conseil au niveau du service. Donc le maître d'œuvre doit avoir une démarche de service. Et le mot important, c'est la confiance, dans un rapport de confiance avec le client. Voilà, ou au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc on peut lui demander son avis ou son assistance. Cela étant, le devoir de conseil, bon, tous les professionnels de la construction, ils sont tenus et on évite de manquer à ce devoir sous peine de voir des recours nous arriver, quoi, hein. Après, le devoir de conseil s'applique aussi à la recherche de solutions techniques. Donc, le maître d'œuvre, il va être amené à rechercher, à développer des solutions. On va dire que ça sera plutôt en phase d'esquisse et en phase d'avant-projet. Hein, voilà, qu'on va rechercher, développer des solutions pour déterminer un choix. Voilà. Ce travail donc se fait dans le respect des objectifs du client qui aura été défini lors du programme. Dans le cadre de la prescription, donc sur l'esquisse et l'avant-projet, le maître d'œuvre étudie ces solutions, les présente au maître d'ouvrage et à partir de là, le maître d'ouvrage va faire ses choix. Voilà. Le devoir de conseil s'applique aussi à l'évaluation des risques. Les risques de deux ordres, d'ordre technique et d'ordre financier. D'ordre financier, on estime que le risque doit se situer entre plus 5 et enfin à plus ou moins 5% par rapport au prix du marché. Donc les risques financiers, les glissades au niveau financier se situent au niveau de l'étude de sol, hein, et donc de la méconnaissance du sol. Un sol, c'est pas quelque chose d'homogène, c'est hétérogène. Donc en fonction de la dimension de l'ouvrage, hein, de la construction future, il peut y avoir des aléas, hein, donc un risque. Lorsqu'on met en œuvre une nouvelle technologie, lorsqu'on a un projet novateur dans lequel on va mettre en œuvre certains modes opératoires, enfin plus que modes opératoires, faire des choix de matériaux nouveaux, ben, il y a également des risques. Et l'autre, c'est le choix architectural. Un choix architectural peut aussi engendrer des risques par rapport à son entretien, par rapport au coût, par rapport tout ça, il va y avoir donc, il peut y avoir par rapport à un choix architectural des dérapages, voilà, qui sont dus soit à la difficulté de construire, soit à la difficulté d'entretenir. La maîtrise d'œuvre et en particulier l'économiste de la construction doivent se tenir informés de ce qui se passe parmi les matériaux, parmi le matériel, parmi, je dirais, les réglementations, tout l'aspect réglementaire et normatif lié au bâtiment. Voilà. Donc, parmi toutes ces veilles, il y a la veille technologique, donc qui s'adresse plus particulièrement aux matériaux. Donc pour ça, vous, en tant qu'économiste, la meilleure façon de se tenir au courant de ce qui se passe, c'est de s'abonner aux newsletters. Les newsletters, il y en a deux principales, c'est BatiWeb, qui sort une lettre quotidienne, et BatiActu qui en sort plusieurs, au niveau des matériaux, au niveau des formations, et au niveau du bâtiment lui-même. Le CSTB fait aussi une newsletter qui apparaît toutes les semaines et avec une particulière tous les mois sur l'évolution des DTU. Voilà principalement, je dirais, la veille technologique pour vous, à quoi elle doit se résumer. L'économiste de la construction a à sa disposition des éléments qui lui permettent de s'appuyer avec certitude et sérénité pour réaliser ces descriptifs. Voilà, ce sont les règles de l'art. Voilà. Les règles de l'art de la construction correspondent à des dispositions qu'on doit suivre et respecter impérativement.
Voilà, pour construire correctement, et je dirais pour que ce qu'on a construit soit assuré. Voilà. Donc ces règles de l'art, il y a des lois et des décrets, hein, le code de l'urbanisme, le code civil, enfin toutes ces lois-là, pour la loi de la commande publique, hein, pour les marchés publics par exemple, les normes dont font partie les DTU et les Eurocodes. Les normes, on pense en particulier pour les marchés privés à la 03001, mais il y a toutes celles que vous pouvez connaître pour la 94-500 pour l'étude de sol, la 1500, la C1500 pour l'électricité, voilà. Hein. Les avis techniques, hein, voilà, les avis techniques délivrés par le CSTB ou autres, on va voir, les classements des produits, hein, les certifications, les marquages NF pour les produits français, CE pour les produits de la communauté européenne et les labels. Hein. Voilà. Par rapport à ce qu'on a vu en formation, il nous reste à voir, alors je veux dire ce qu'on a vu en formation au niveau des DTU, des normes et des réglementations. Là, je pense que vous avez fait le tour pendant la formation. On va voir donc aujourd'hui ce qui peut être nouveau pour vous ou que vous avez peut-être vu, ce sera un rappel, les avis, les évaluations techniques, les documents d'application. Donc voilà. Donc il y a ces 4 sortes, l'avis technique, ATEC, hein, vous entendrez parler d'ATEC ou de AT, qui sont délivrés à des produits ou des procédés qui font pas partie de normes. Il y a les ATEX, qui sont considérés, dédiés plutôt, à des produits nouveaux. Hein. Les évaluations techniques européennes, les ETE, pour obtenir un marquage CE. Et lorsqu'on a obtenu un marquage CE, on demande un document technique d'application, et on l'obtient, si la commission est d'accord, et c'est ce qu'on va appeler un DTA. Voilà. Donc, l'avis technique, un ATEC, est rédigé de façon à donner certaines informations, les caractéristiques techniques, le niveau de performance atteint, tout type de performance, les procédés de mise en œuvre et l'aptitude à répondre à son usage. Voilà, l'ATEC, donc, rédigé par le CSTB, concerne des produits ou des procédés qui sont régulièrement utilisés et qui ne font pas encore partie d'un DTU ou d'une norme le cas échéant. L'ATEX, donc, concerne une technologie innovante dans laquelle il n'y a pas encore de retour d'expérience, voilà, donc il n'y a pas encore de DTU ni de normes. Voilà. Donc l'ATEX, elle est évaluée que d'après certaines exigences, à savoir la sécurité. Est-ce qu'on peut mettre en œuvre le matériau ou les matériaux? Et bien sûr sans fonctionnement, en supposant que l'usage qui sera fait sera conforme à l'ATEX. Et évoquer aussi les pathologies, les désordres possibles qui seraient liés à l'usage de ces produits innovants. Voilà. Une ETE, évaluation technique européenne, est obligatoire pour avoir un marquage CE pour que son matériau soit utilisable partout sur le marché européen, le marché de la communauté européenne. Elle est établie pour un produit de construction à la demande du fabricant selon des caractéristiques essentielles. Voilà. Ces caractéristiques essentielles, elles répondent souvent à l'évaluation des performances des caractéristiques essentielles, la description nécessaire de la mise en œuvre du produit. Caractéristiques essentielles, c'est donc la faisabilité, ce qu'on a vu pour l'ATEX. Hein. Voilà. Méthode d'évaluation et de contrôle, bien entendu. Et puis après, on a donc le DTA, c'est un avis technique établi pour un produit qui bénéficie d'un marquage CE, donne les renseignements sur les performances d'ouvrages élémentaires réalisés à partir du produit qui a été marqué et dont la mise en œuvre fait pas encore partie d'un DTU. Voilà ce que c'est un DTA.